Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Salut Mister C. Écoute, je suis en train d'aller au ciné là pour aller voir Présence de Soderbergh. Je me suis fait une petite réflexion parce que j'ai tapé son nom sur Google pour checker sa filmographie et quand on voit les premières questions les plus demandées dans le moteur de recherche, on voit pourquoi Soderbergh a-t-il pris sa retraite, pourquoi Soderbergh ne fait-il plus de films, alors qu'en fait si on regarde sa filmo, depuis ces 10 dernières années, il a réalisé 10 films, donc un film par an environ. Donc c'est marrant de se demander pourquoi il y a un tel décalage entre la vision qu'a le grand public de la carrière de Soderbergh à ce qu'est la réalité. Salut Aurélien, écoute, moi aussi je suis au cinéma. Là, je viens d'arriver dans un multiplex qui est le seul à Marseille qui passe le film en VO, sinon c'est en VF. Ça me change un petit peu de Paris, du coup, cette répartition de la VF et de la VO. Et écoute, je savais pas que les internautes cherchaient en priorité pourquoi Soderbergh a pris sa retraite alors que il fait un film par an pratiquement. Mais c'est intéressant, ça parle peut-être aussi du décalage avec ce qu'on a appelé pendant un temps le cinéma indépendant et l'industrie. Nous, on fait pas trop la différence, mais peut-être que à Hollywood, cette différence, elle est vraiment marquée. Et puis, je me dis que finalement, c'est un peu un cycle, c'est-à-dire qu'il a commencé par quelque chose d'assez indé en production avec Sexe, mensonge et vidéo, qu'il a emmené à Cannes. Finalement, ça lui a donné accès à des plus gros budgets. Il a alterné avec des plus petites productions. Il a embrassé le numérique aussi assez rapidement. Et peut-être que du coup, aujourd'hui, c'est moins une marque, c'est moins un nom, parce que il est moins associé aussi avec des têtes d'affiche que par le passé. Enfin, on va voir du coup avec le film qui est projeté Présence si c'est vraiment mis à côté du système, en marge, ou si finalement c'est juste un manque de visibilité. Et c'est aussi intéressant de voir le film juste après notre rétrospective sur Lost Highway de Lynch et notre propos sur est-ce qu'il s'est construit Lynch contre Hollywood ou en marge d'Hollywood ou en réaction à Hollywood. Du coup, on va voir avec le cas Soderbergh ce qu'il en est. En fait, entre 2013 et 2017, il a rien sorti. Donc, je pense que les questionnements autour de sa possible retraite, elle vient de cette époque. À partir de 2017, il enchaîne un film par an, quoi. Sur le fait qu'il avait à un moment donné déclaré qu'il voulait prendre sa retraite, je lisais justement un article de IndieWire avant de voir le film, où il était interviewé sur cette période-là, où il parlait beaucoup de ses difficultés, et ça semblait en fait lié à une sorte de frustration de pas voir les films sortir et être diffusés à une échelle convenable. Et il faisait le lien avec les plateformes comme Netflix, Amazon et tout ça, en disant à la fois c'est super parce que on fait le film, après il peut être vu, et en même temps j'ai l'impression que les films ils meurent à petit feu sur les plateformes, parce que une fois que l'audience a été on va dire informée par une notification sur 1 ou 2 jours, après le film il est oublié, et il n'y a pas du tout cette longue vie qu'il pouvait y avoir avant avec la sortie ciné, ensuite les chaînes télé, puis DVD, etc. Via surtout aussi les vidéoclubs. Et du coup, ça parle d'une époque où il se cherchait et il savait pas trop comment naviguer dans l'industrie. Il était aussi frustré de voir qu'il y avait des très bons films qui étaient mal diffusés, mal distribués, et il se demandait si l'industrie telle qu'il avait connue n'était pas tout simplement morte. Après, je te disais pour rigoler par texto que c'était un peu une retraite à la Miyazaki, c'est-à-dire il menace de partir, et puis finalement il peut pas s'empêcher de continuer à faire des films. Je pense qu'il continuera toujours à faire des films, même si c'est avec une caméra numérique dans son jardin. Et moi j'adore ça de sa part, de réussir à passer d'une époque on va dire de blockbuster, à des films plus petit budget, plus indé, plus intimistes, parce que il sait se débrouiller. Et
Par contre, je suis pas sûr que ce soit aussi clair dans sa carrière quand il est passé de l'un à l'autre. J'ai l'impression qu'il a fait des allers-retours en permanence. Notamment, il a après Sexe, mensonges et vidéo fait un film dont j'ai plus le nom, mais qui a apparemment été un four. Et du coup, il a décidé de revenir un peu à quelque chose de plus fondamental, de faire un film à plus petit budget qui ne concernait en fait que lui, son ex-femme et je crois un autre acteur, je me demande si c'est pas un de ses enfants, pour dire voilà qu'est-ce que je peux faire avec très très peu de moyens. Et donc j'ai l'impression que il a beaucoup alterné entre des moments dans l'industrie avec parfois des stars et des moments peut-être plus à côté sur une logique plus indé parce que juste il a la niaque. Je pense qu'il peut pas attendre 10 ans de faire un film. Il a besoin de tourner, il a besoin de raconter des histoires, il a besoin de aussi, je pense, malaxer son matériau et moi vraiment je trouve que c'est un des metteurs en scène qui justement excelle comme artiste par la mise en scène et pas juste à raconter des histoires. En tout cas, je suis très content d'avoir l'excuse de ce podcast pour voir le film un petit peu sans avoir trop pris d'infos. Je connais juste le titre, j'ai même pas regardé le synopsis trop en détail. Je sais juste que c'est un film d'horreur. Moi, ça me hype assez le fait que Soderbergh se mette à l'horreur. Il me semblait, comme on disait l'autre fois, qu'il était plutôt allé du côté du thriller, mais pas vraiment du sentiment horrifique. Donc à voir ce que ça donne, mais en tout cas, j'ai bien envie d'en discuter après avec toi. Yo, Mister C, écoute, je sors tout juste de la séance. Bah, écoute, j'ai adoré. Voilà, je sais pas trop par où commencer. Voilà, première réaction, c'était trop cool. En premier, rebondir sur le côté film d'horreur. Effectivement, on est dans du film de genre, mais le traitement est assez particulier, si je peux le dire comme ça. C'est un film de genre à concept. Donc on peut se rapprocher un petit peu de ce qu'on a appelé à un moment l'elevated horror, un petit peu un film de petit malin, enfin de petit malin qui sait où il va. D'ailleurs, il est associé à David Koepp au scénario. David Koepp, c'est quand même un gros nom à Hollywood. Donc ouais, je crois que c'est une association qui fonctionne bien. Écoute, à mon tour de sortir et de te faire un petit retour à chaud. Bah clairement pour moi c'est quand même la première petite claque de l'année 2025, même s'il est crédité en 2024. Et ouais, j'ai dès les premières secondes, j'ai été impliqué en fait dans le film par la mise en scène. Ça fait longtemps que j'avais pas été comme ça impliqué dans la mise en scène, enfin dans le film pardon, par la mise en scène. Et je pense qu'il faut qu'on précise un petit peu de quoi il s'agit parce que sinon on parle un peu dans le vide. Mais pour résumer, sans trop spoiler le film, on introduit vraiment une présence, comme le titre l'indique au début du film, par la caméra qui bouge. Alors sur un steadicam peut-être, mais c'est surtout des mouvements qui sont pas du tout motivés par suivre un acteur. La caméra bouge par elle-même au début, et ça en soi c'est fascinant vraiment d'explorer l'appartement, la maison par la mise en scène de cette caméra à très grand angle qui flotte et qui en même temps semble avoir une agentivité. Et puis ensuite arrive la famille qui veut emménager dans cette maison, dont on va suivre l'histoire et finalement revenir sur certains drames du passé, mais aussi essayer de voir comment ils arrivent à se projeter dans l'avenir après ce qu'ils ont vécu. Et l'autre chose qui m'a frappé, c'est l'écriture des personnages qui est vraiment incroyable. Et donc en sortant, en fait, ce qui me vient en premier, c'est cet art du blocking. Donc le blocking, c'est un terme utilisé pour décrire la rencontre entre les mouvements de caméra et les déplacements des personnages, indépendamment de la direction d'acteur, de comment ils disent leur texte, juste comment ils bougent et comment bouge la caméra par rapport à eux. C'est déjà quelque chose qui est, on va dire, qui est conçu dans l'art de la mise en scène et surtout aux États-Unis, j'ai l'impression, comme une écriture en soi. Et là, avec son concept du coup de présence qui est incarné par la caméra qui bouge dans l'espace, pour moi, il sublime cette notion de blocking et il en fait un art encore plus incroyable. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un film ultra maîtrisé. Ça pourrait avoir l'air d'être un film de petit malin parce qu'il a un concept, comme tu dis. Donc, cette caméra serait cette présence fantastique.
Et en même temps, moi, je trouve qu'il va beaucoup plus loin que le concept parce qu'il arrive à susciter des sensations et des émotions grâce à ce concept. Et ouais, j'ai eu cette premier vertige avec l'ouverture du film, mais le deuxième vertige, ça arrive très tôt. Et il y en aura plein pour moi dans le film. Le deuxième vertige, c'est quand on a un personnage qui commence à sentir la présence. Et là, il y a un jeu, vraiment une sorte de danse entre la caméra et le personnage. Jeu de regard, jeu d'évitement, jeu de placement. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est du pur cinéma et ça devrait être célébré comme tel pour pour beaucoup d'entre nous qui sommes cinéphiles. Donc ouais, grosse claque en sortant du film et beaucoup envie de développer avec toi ce que ça peut vouloir dire. T'es chaud, c'est cool. C'est vrai que dès l'ouverture du film, moi, j'ai été happé par la mise en scène. D'ailleurs, ça commence vraiment directement dans le vif du sujet. Il n'y a pas de générique, pas de fioriture. Et d'ailleurs, c'est assez représentatif de tout ce qu'il fait tout au long du film, c'est qu'il va directement à l'essentiel. Au début, on commence avec ses premières explorations dans cette maison vide, et je trouvais que ça faisait une bonne transition avec Lost Highway. Totalement, j'ai pensé la même chose en voyant le début du film. Je me suis dit, mais c'est trop drôle qu'on voit ça après Lost Highway. En tout cas, après qu'on ait parlé de Lost Highway. Et j'ai eu le même vertige de me dire, mais presque qu'il y a un sous-genre du film angoissant sur les appartes filmés ou les appartes vides, à moitié vides. Enfin, c'était assez drôle de constater ce rapprochement. J'ai pensé aussi à Ghost Story. Je sais pas si tu l'as vu, un film sur une temporalité assez longue autour de l'idée de fantôme, mais sans la dimension horrifique justement. Et bon, après le film prend d'autres directions, mais il y a comme ça une première partie un petit peu lente qui prend son temps et qui met dans une sorte d'ambiance un peu à côté. Les choses semblent étranges, mais parce que le tempo est presque en décalé. Ouais, effectivement, j'ai également pensé à A Ghost Story, mais je l'ai pas vu. Enfin, du coup, j'y ai pensé avec les images que je me suis fait de Ghost Story sans vraiment l'avoir vu. Donc, Sur le genre exactement auquel on pourrait le rattacher, effectivement, c'est pas vraiment un film d'horreur au sens jumpscare à gogo. Par contre, moi, j'ai eu quelques frissons quand même, notamment durant une bonne partie du film. On ne sait pas trop les intentions de cette présence. On sait progressivement de quoi elle est capable, mais on ne sait pas ce qu'elle veut. Et ça crée quand même quelques moments d'angoisse. Donc, c'est une angoisse qui plane. Elle n'est pas forcément voilà par des jumpscares, mais il y a quelques moments où j'ai un petit peu sursauté quand même. Voilà. Après, c'est pas un film où on est complètement effrayé de A à Z et on serre les dents. Mais petit malaise quand même sur une bonne partie du film. Et sinon, bah, je dirais que c'est un film qui mélange plein de genres. Il y a une dimension fantastique quand même qui est très forte. Une dimension thriller. Alors peut-être c'est un thriller horrifique, c'est pas un film d'horreur. Et puis un drame quand même par-dessus tout ça, ou plusieurs drames même peut-être, mais ça appartient aussi au genre du drame. Et j'ai trouvé qu'il mêlait tous ces genres avec vraiment beaucoup de maestro. Alors le scénariste évidemment David Koepp est à créditer, mais je trouve que c'est transformé, l'essai est transformé on va dire grâce à la mise en scène et grâce à cet art du blocking et des déplacements caméra acteurs qui sont vraiment hyper harmonieux et qui racontent quelque chose. Et pour finir sur cette dimension horrifique, moi je trouve que le climax est quand même assez flippant avec un personnage qu'on dévoilera pas mais qui est un peu un des grands méchants, je trouve, de ce début d'année, avec à la fois des motivations psychologiques qui tiennent la route et en même temps un abîme, quoi, une sorte de dimension de noirceur, de mal incarné qui fait assez froid dans le dos. effectivement, je pense on se situe plus sur un film fantastique que réellement un film d'horreur. Je pense que si on parle de film d'horreur, c'est surtout pour la présence d'un fantôme, hein, d'un personnage fantomatique.
Mais effectivement, après, bon, c'est toujours compliqué de définir vraiment les genres. Et puis, je pense que c'est là aussi, c'est un petit peu une impasse d'essayer de définir dans quel genre on se trouve. Je pense qu'on est à la croisée de plusieurs. Tu l'as très bien dit. Puis d'ailleurs, il brouille pas mal de pistes aussi par la mise en scène, parce que comment expliquer ça? Euh, En fait, ce que je veux dire par là, c'est que plusieurs fois dans le film, les plans séquences me faisaient oublier la présence du fantôme et me donnaient un grand sentiment de réalisme ou de naturalisme, je saurais pas comment le dire, qui parfois était brouillé par un mouvement qui me rappelait justement cette présence. Donc il y avait continuellement un aller-retour entre cette sensation d'immersion très réaliste et de présence fantomatique qui surgit. Donc c'est en ça que je parlerai plus de fantastique, c'est dans cette immersion et cet aller-retour permanent entre réalisme et éléments fantastiques qui viennent perturber le déroulement du récit. Ouais, d'un côté, il y a du coup ces plans séquences, et on pourrait aussi se dire que c'est des plans séquences assez larges, en grande focale, et du coup, on voit vraiment tout le décor, ce qui là aussi est un peu un contre-pied du film fantastique, où on a plutôt tendance à essayer de cacher ou réduire ou laisser dans le flou beaucoup de choses. Là, pratiquement tout est toujours net, et et pour autant, bah, je trouve que ça donne une sensation d'étrangeté encore plus forte, et peut-être ça se rapproche un petit peu aussi de la réal des derniers films de Terrence Malick sur ce côté caméra flottante. Peut-être que c'est un peu par défaut l'incarnation du fantôme. Je sais pas si on pourrait aller jusque là. Encore une fois, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, ce grand angle qui est lié à la courte focale et qui va intégrer tout le décor, moi je trouve que ça aussi, ça vient ramener une dimension un petit peu théâtrale qui rejoint aussi ce que tu disais sur le blocking. Je crois qu'il faut qu'on revienne sur la mise en scène et sur le concept du film. T'en as déjà très bien parlé et t'as développé tout un tas de trucs avec lequel je suis vraiment d'accord. Le film épouse le point de vue d'une présence fantomatique qui hante la maison. Et moi, ce qui me plaît vraiment dans ce genre de film à concept, c'est quand le dispositif est tenu du début à la fin. Et là, c'est vraiment le cas dans ce film. C'est vraiment une démonstration de la part de Soderbergh qui met en place en fait une mise en scène à la fois très simple, assez minimaliste, mais d'une efficacité redoutable. En fait, ce qui me plaît dans ce film, euh, c'est la promesse qui nous est faite dans la démonstration du dispositif et qui ensuite qui est développé et qui jusqu'à la fin est tenu. Dès le début, il met en place les règles qui nous fait passer à travers la mise en scène, parce que ça c'est comme dans tout film fantastique, on met en place le décor et l'univers et on va installer quelques règles. Une des règles, par exemple, c'est on comprend très rapidement que le fantôme ne peut pas sortir de la maison. Tout ça, tous ces éléments, ils passent par la mise en scène et il les fait passer d'une manière hyper subtile, hyper simple et toujours dans un objectif qui va servir le propos du film. Comme tu l'as dit au début, on ne sait pas très bien quelles sont les intentions de cette présence fantomatique. Mais en fait, comme la caméra est un personnage, en fait, les mouvements de caméra deviennent les intentions du personnage. Donc, en fait, la mise en scène même du film nous donne des éléments sur le personnage fantomatique. C'est-à-dire qu'à travers un mouvement de caméra, on comprend ce que pense le personnage. En tout cas, on commence à le deviner. Et effectivement, plus le film avance et plus on se rend compte que cette présence, elle est finalement peut-être un peu bienveillante. Et ça, c'est hyper troublant de se rendre compte que la mise en scène vient exprimer directement les pensées d'une présence fantomatique, enfin d'un personnage du coup. T'as tout à fait raison en disant que les mouvements de caméra permettent d'essayer de deviner les intentions du personnage que serait cette présence fantomatique. Je me dis que ça met le spectateur en position un peu de détective qui essaie de collecter les indices. Et c'est pour ça aussi que je parlais d'implication dans le film. Tout de suite, moi, je me suis senti pas du tout spectateur passif, mais vraiment spectateur actif,
à essayer de me dire mais en fait qu'est-ce que c'est, où on va, pourquoi, me poser plein de questions et en même temps à trouver suffisamment d'indices et de réponses pour continuer à être dans le film. Et en même temps, bah, c'est un peu un défi qui s'est fait de faire un film fantastique, voire à connotation horrifique, du point de vue en empathie presque avec la présence fantomatique, parce qu'on pourrait se dire que justement un bon film fantastique horrifique, c'est un film où on cache le monstre, où on retarde, on va dire, sa présence. Et là, dès le début, en fait, finalement, on est dans son point de vue. Et du coup, je trouve que c'est une bonne façon de subvertir les codes. Ouais, t'as raison, je suis complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, en fait, c'est un point de vue hyper original. Je sais pas si on l'a déjà vu avant, quoi. Un espèce de film d'horreur slash fantastique du point de vue du monstre, enfin du point de vue du fantôme. Je crois pas qu'on ait déjà vu ça. Donc, en soi, c'est déjà quelque chose de, enfin, c'est une trouvaille, c'est quelque chose d'hyper original. Enfin, c'est voilà, c'est tout ce que tu veux. Et puis, ça rejoint, comment dire, les préoccupations contemporaines. Tu vois, on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux, les POV, tu vois, les point of view. Donc, c'est vraiment un film POV, quoi. Un film d'horreur POV, t'es un fantôme. J'ai quand même là, pendant que tu me disais c'est original, ce serait la première fois, je pense à Halloween et je pense que quand même il y a ce genre du slasher avec l'idée d'être du côté du tueur et c'est d'autant plus original que voilà les motivations de cette présence fantomatique elles sont troubles et que progressivement on est en train de comprendre que peut-être cette présence ne veut pas que du mal. Ça retourne aussi un peu les attentes qu'on pourrait avoir par rapport à ce modèle que serait Halloween en première personne. Pour continuer à creuser cet aspect de la caméra subjective, caméra perso, la mise en scène à travers les plans séquences vient créer un sentiment ambivalent à la fois d'immersion totale au sein de cette famille qui est au bord de l'implosion, hein, puisqu'elle vient de connaître un drame qui fait qu'elle est à la fois dans une phase de reconstruction, mais aussi d'éloignement. Chaque membre s'éloigne un peu plus les uns des autres. Et ces plans séquences, ils viennent souligner ce sentiment d'éloignement, puisqu'il y a à la fois une proximité et en même temps une impossibilité de la part du personnage fantomatique de rentrer en communication avec eux. Donc cette mise en scène, elle nous fait vraiment ressentir cette impossibilité de rentrer en interaction avec les autres personnages. Cette mise à distance du personnage fantomatique, elle a pour effet de nous placer, nous, spectateurs, étant donné qu'on épouse tout au long du film le point de vue de cette présence fantomatique, elle nous place dans une position de spectateur-voyeur. Alors tu vas dire que je suis peut-être obsédé par cette question-là, mais encore une fois, moi je trouve qu'il y a cet aspect. Tout à l'heure, tu parlais de qu'on était peut-être plus dans une position de spectateur enquêteur. Alors peut-être, mais moi j'ai quand même beaucoup plus ressenti l'aspect voyeur, puisqu'on passe notre temps en fait à regarder cette famille qui évolue euh, sans pouvoir euh, sans pouvoir jamais interagir avec elle. Donc voilà, moi j'ai vraiment ressenti cette notion, cet aspect voyeur. Et d'ailleurs, c'est souligné plusieurs fois dans le film par des regards caméra, des moments où les personnages se mettent à sentir cette présence. Et il y a des regards caméra qui viennent briser le quatrième mur et qui sont assez redoutables. Tu parlais tout à l'heure de certains moments de passage d'angoisse ou d'effroi ou de peur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ces moments-là, pour moi, ils coïncidaient avec les moments où il y a des regards caméra, où les personnages de la maison sentent la présence et se mettent et là, d'un coup, se mettent à regarder la caméra. Donc, ils nous regardent nous. Donc tout d'un coup, ça fait ressortir notre présence, on a l'impression d'être démasqué, on est à la place de ce fantôme qui d'un coup, désolé, je commence à m'embrouiller. Tout ça pour dire que ces regards caméra, à chaque fois, ils sont venus me terrifier. Il y en a plusieurs dans le film.
Le premier, c'est, un regard caméra que lance, Chloé, au fantôme qui vient se réfugier dans le placard et ensuite il y en a encore quelques-uns, enfin il y en a plusieurs, notamment, avec la médium. Bon je vais pas dévoiler, les scènes mais voilà, à chaque fois, ils ont eu vraiment un effet dévastateur et je pense que les moments d'angoisse, les moments de frisson, ils passent vraiment par ces regards caméra. En fait, généralement, dans les films d'horreur, on est dans le contre-champ, c'est-à-dire qu'on est à la place de la personne qui va être effrayée. Et pour la première fois, à présent s'effectue un contre-champ qui nous place du côté du fantôme et donc il nous laisse voir la personne effrayée. Et donc, ce qui va créer ce sentiment d'angoisse et de frisson, finalement, c'est l'effet de la peur que pour la première fois, on constate à la place du fantôme. Et ce qui nous terrifie, c'est justement de constater cette peur dans les yeux des gens qui sentent cette présence fantomatique. Je pense que c'est ça qui crée le vertige. Tout à fait ressenti aussi des frissons quand il y a ces moments de regard caméra. Parce que j'ai l'impression que on est en train de briser une sorte de tabou. On voit quelque chose qu'on ne devrait pas voir. Et le paradoxe, c'est que du coup, on le voit du point de vue de l'être invisible. Par contre, je suis pas tout à fait d'accord sur cette notion de voyeur, parce qu'à plusieurs fois, à plusieurs occasions, la présence se cache ou refuse d'aller vers, on va dire, une scène intime qui dévoilerait trop un personnage dans son intimité. Et je pense que c'est pas juste par rapport à certaines règles, certaines interdictions qu'on comprend sur ce que la présence peut ou ne peut pas faire physiquement. Je pense qu'il y a vraiment, moi j'ai ressenti une sorte d'intention à ne pas aller voir certaines choses et je trouve que c'est souvent appuyé par la caméra qui vient se cacher presque derrière des objets ou derrière un mur, dans le placard, comme tu l'as dit. Je pense que c'est vraiment là pour souligner le fait que cette présence ne souhaite intervenir que lorsque c'est nécessaire et ne souhaite pas déranger l'intimité et oui, on va dire la vie privée quoi des personnages. Et peut-être que les rares moments où on surprend des échanges, par exemple, ou des gestes qui sont de l'ordre de l'intime, c'est presque comme si cette présence ne pouvait pas s'en empêcher. Elle était attirée vers vers les personnes avec qui elle a un lien, une relation affective. Et du coup, c'est pas tant du voyeurisme, je trouve que, bah, de l'implication émotionnelle, en fait. On a beaucoup parlé de mise en scène, mais je voulais revenir sur les personnages. Moi, j'ai vraiment été, frappé, ce matin en repensant au film, à quel point chaque personnage me semblait, mais vraiment complexe au sens où il a plusieurs facettes, plusieurs, aspects de sa personnalité qu'on découvre, de manière, assez, inattendue. Et j'aime beaucoup, le personnage, du père, par exemple, qui pourrait, de loin comme ça être vu comme un personnage secondaire. Et pourtant, je trouve qu'il est assez riche parce qu'il a à la fois, une forme de force puisqu'il est assez costaud, il est, assez, basé, on va dire, émotionnellement puisqu'il essaye de beaucoup, communiquer avec sa fille, et essaye d'éduquer son fils, selon certaines, valeurs. Et en même temps, à plusieurs moments, il montre des signes de fragilité et j'ai trouvé que c'était assez beau, la façon dont c'était, caractérisé de montrer que, bah, ce monsieur, il peut, aussi être très fragile derrière cette impression de force. On a la mère aussi qui, derrière cette, façade de, working, boss, working alcoolique, je sais pas comment le dire, mais, a, aussi une profondeur, qui se révèle, petit à petit où on se dit que peut-être elle cache des choses à sa famille, peut-être elle est un peu prise dans,
une forme d'emballement par son travail qui fait qu'elle ne voit pas ce qu'elle a sous les yeux. Et moi, j'aime beaucoup aussi les scènes juste du couple, quoi, donc des parents qui discutent de l'éducation de leur enfant. Et j'aime beaucoup cette idée que il y aurait un des deux qui presque empêcherait que les choses avancent et aillent de l'avant. Et c'est comme si du coup la mère elle était déjà en deuil, sans trop spoiler. Totalement d'accord avec ce que tu disais sur le père. Je l'ai un peu ressenti comme ça aussi, même si je t'avoue que j'ai été davantage touché par la relation père-fille qui nous dépeint. D'ailleurs, on peut vraiment distinguer deux duos. D'un côté, le père et la fille, de l'autre, la mère et le fils, qui à première vue paraissent bien plus froids, plus omnibulés par leur carrière, leur image, etc. Deux personnages qui cherchent à aller de l'avant et à avancer, quand les deux autres, donc le père et la fille, ils sont plus dans l'introspection et cherchent à réparer le drame qui vient de se produire. Donc on a un peu une opposition entre ces deux duos, et cette dynamique, on peut la voir à l'œuvre dès l'introduction. C'est vrai que l'identification et l'empathie est plus compliquée au début à l'égard de la mère et du fils, mais qui en fait, au fur et à mesure du récit, laisse entrevoir des failles et une complexité beaucoup plus intéressante. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir de voir Lucy Liu. On la voyait plus beaucoup au cinéma. J'étais content de la voir dans ce rôle et dans ce film. Et j'avais pas reconnu Lucy Liu, mais du coup je trouve que sa performance est assez incroyable aussi en tant que actrice. Mais d'ailleurs tous les acteurs jouent très bien dans le film. Il y a il y a un moment qui est un peu charnière et qui est assez casse-gueule, où les membres de la famille s'aperçoivent que quelque chose ne va pas, que quelque chose ne tourne pas rond, pour être plus exact. Et ils en parlent. Et du coup, là, il y a différentes façons d'aborder le problème, en mode bon, qu'est-ce qui est réel, à quoi on veut bien croire, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et du coup, bah, c'est peut-être le moment où le spectateur peut se dire tiens, finalement, c'est un film avec un dispositif, ça peut être artificiel ou quoi. Et je trouve que ça passe, notamment parce qu'on est à ce moment-là concentré sur le père. C'est un des rares moments où il y a un choix de mise au point qui est différent du reste du film. Enfin, il m'a semblé en tout cas, au sens où les personnages sont tous dans le cadre. Il y a les 4 membres de la famille, mais il y a que le père qui est au premier plan et qui est réellement net. Les autres sont plutôt dans le flou. Et lui, il fume compulsivement une cigarette alors que les autres parlent. Et du coup, je trouve que c'était un choix intéressant pour nous mettre à notre position de spectateur et en même temps nous faire adhérer à cette idée d'une famille qui débat d'un sujet surnaturel. Même le fils, donc le garçon de la famille, qui au début me semblait le personnage le plus creux, en mode bon bah c'est un archétype, il est presque personnage fonction. Au final, quand on voit le film dans son entièreté, je trouve qu'il a une arche qui est assez intéressante et qui justement lui donne de la complexité. Et, et ben rétrospectivement, avec les indices qu'on a récoltés par la mise en scène, on, on se voit réévaluer ce personnage finalement, et on se dit qu'il était quand même bien mieux écrit que sa première impression. Mais je suis d'accord avec toi sur la trajectoire du fils. D'ailleurs, j'ai retenu une phrase du père qui à un moment lui dit Tyler, il y a un être exceptionnel qui sommeille en toi. J'ai hâte de le rencontrer. Bon, cette phrase, elle résonne fort. Même des seconds rôles vraiment hyper peu présents à l'écran. Je pense par exemple au mari de la médium. Je trouve qu'en 3-4 lignes de dialogue, ils arrivent à avoir une existence. Ils arrivent à ce qu'on imagine ce qu'ils sont en dehors de ce qu'on voit. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel je voulais revenir, parce que il me semble que le film n'apporte pas de réponse directe, en tout cas, mais il y a une espèce de sous-intrigue avec le mari qui essaye
d'investiguer sur les conséquences juridiques d'un crime ou d'un acte illégal qui serait commis, et il voudrait savoir les conséquences pour l'autre membre du couple. Et pendant un temps, on croit qu'il parle de lui comme étant l'auteur de ce crime, et puis finalement on comprend que c'est pas le cas. Et en même temps, il y a quelque chose d'un peu louche par rapport au travail de Lucy Liu, et voilà. On ne saura pas trop ce qu'il en est. On ne saura pas ce qu'elle a fait ou ce qu'elle pourrait faire. Juste, c'est là en sous-jacent, et ça donne aussi un peu l'impression d'un iceberg où on a vu la pointe émerger, on ne sait pas trop ce qu'il y a dessous. Et en tout cas, c'est suffisant pour que on achète l'idée que les personnages, à un moment donné, bah, ont des enjeux à part entière, et du coup ne soient pas forcément obsédés que par cette histoire de présence fantomatique. Et du coup, je trouve ça intéressant de dire que dans l'écriture et dans la direction des comédiens, il y a comme quelque chose qui est laissé à l'imagination du spectateur. Et au sujet de la fille, bah, j'allais en parler comme le personnage principal. Et puis, je me suis retenu en me disant, mais ça se trouve, le personnage principal, c'est la présence fantomatique, c'est la caméra, c'est la mise en scène. Ce qui est en soi aussi un truc un petit peu qui retourne le cerveau. Mais au sujet de la fille, bah, du coup, moi, je trouve que très vite, on accepte où elle en est au début de l'histoire, avec ce deuil de sa part qu'elle arrive pas trop à faire, et comment en fait ça crée une sorte de vortex autour d'elle, avec ses parents qui sont préoccupés, avec son frère qui est dans la rébellion et qui voudrait qu'elle arrête d'attirer l'attention selon ses propos. Et bah, tout ça crée une sorte de nœud dramatique qui fait que le film est aussi une sorte de thérapie familiale en accéléré sur tout un tas de questions par rapport à qu'est-ce que c'est d'avoir des ados, je pense, aujourd'hui. Enfin, moi, je suis pas parent, mais j'imagine bien qu'est-ce que ça doit donner. Et bah, ce personnage-là de la jeune fille qui doit avoir 17 ans, un truc dans le genre, j'ai trouvé vraiment très bien écrit, très bien interprété, et, et aussi avec une forme de vulnérabilité qui me fait acheter le reste de l'histoire, et donc aussi ce procédé de mise en scène, ce concept qui est très fort, et que Soderbergh tient jusqu'au bout, comme tu disais. Et du coup, voilà, sur ces personnages, bah, j'aimerais bien savoir toi ce que t'en penses, si si tu serais d'accord en disant que le personnage principal, c'est la caméra, c'est la mise en scène, c'est cette présence fantomatique. Alors pour moi, il y a pas de débat. Le personnage principal, c'est la caméra, c'est la présence, hein. On commence avec elle, on termine avec elle, c'est clair. D'ailleurs, la séquence de fin, elle m'a vraiment marqué, j'y repense beaucoup. Je pense avoir anticipé le dénouement, et puis en fait, je me suis pris une bonne claque derrière la tête, qui m'a bien mis à ma place. En fait, cette scène, elle est à la fois effrayante, mais aussi bouleversante. Enfin, moi, ça m'a dressé les poils, quoi. Et c'est pour ça que c'est bien d'insister sur le fait qu'on a beaucoup parlé de la mise en scène, et à juste titre, hein, parce qu'elle est maîtrisée, passionnante et toujours signifiante. Mais surtout, elle est au service d'un récit familial et intimiste, vraiment bouleversant. Je crois qu'il est temps de conclure, non? Pour ma part, moi, ce que je retiens de notre échange, c'est que bah, Soderbergh est encore un cinéaste hyper stimulant, hyper créatif, qui s'est allié contrainte d'un concept fort avec bah, l'écriture de personnages profonds, et que c'est à la fois une leçon de mise en scène, mais sans être quelque chose de trop froid ou trop cérébral, comme peut-être aurait pu le faire Christopher Nolan. Désolé, je vais m'attirer des ennuis, et je vais nous attirer des ennuis avec les fans de Nolan. Mais en gros, ben moi je trouve que notre conversation elle a permis de beaucoup plus détailler cette mise en scène qui est pas juste un exercice d'analyse filmique en mode voilà, séquence par séquence, mais qui raconte vraiment quelque chose. C'est vraiment une écriture pour la mise en scène. C'est trop rare malheureusement dans le cinéma contemporain, tout pays confondu, je pense. Et du coup, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de t'entendre me raconter certains éléments de la mise en scène, ce que ça pouvait signifier, comment ils étaient mis ensemble, assemblés comme des pièces d'un puzzle. Et bah, en tout cas, ça fait partie des films. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais oui, en fait, j'ai voulu
parler sur le cinéma, voire essayer de faire des films aussi grâce à des films comme ce film Présence de Soderbergh. C'est des films qui ont pu me marquer par le passé. C'est des films où j'avais l'impression de lire une partition par la grammaire cinématographique, par la mise en scène qui était déployée. Et du coup, ça fait d'autant plus plaisir que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film de Soderbergh au cinéma. Je pense même que j'ai vu la plupart de ces films sur petit écran. Et du coup, je suis très content d'avoir vu ce film sur grand écran et de pouvoir en parler avec toi. Bon, ce que je retiendrai sur Présence, c'est avant tout son concept qui, malgré sa force, ne prend jamais le dessus sur le reste, puisque c'est souvent ce qui est dommageable avec les films à concept, c'est que souvent l'enrobage est joli, mais ça oublie un petit peu le reste. Et même si sa mise en scène est passionnante, inspirante, enfin, on en a beaucoup parlé, il oublie jamais l'histoire qu'il veut raconter. Sous ses apparences de simple exercice de style, en fait, il nous montre qu'avec un concept fort, on peut réaliser un film réussi sur quasiment tous les tableaux. Voilà, pour moi, Présence, c'est pratiquement un film parfait. Tu l'as dit, c'est hyper inspirant pour des cinéphiles. Enfin, c'est ce genre de mise en scène qui nous a donné envie d'analyser, de s'intéresser au cinéma. Donc quand on tombe sur un film comme ça, on mesure la chance qu'on a et ça vient réactiver plein de trucs. Donc je le remercie pour ça. Et comme tu le dis dans ton réact, je pense que c'est la première grosse claque de 2025. Et j'ai hâte d'être en décembre pour voir ce qu'il en sera resté de ce film. Parce que là, depuis, bon, c'est encore très frais, mais depuis que je l'ai vu, il continue vraiment de grandir en moi et j'ai hâte de voir quelle place il aura dans ma mémoire à la fin de l'année. Même si c'est encore un petit peu tôt pour se prononcer là-dessus, je suis pratiquement sûr qu'il finira dans mon top de l'année. Donc voilà. Après, j'ai hâte de voir à quelle place et surtout ce qu'il en restera.